shukran, barakallahu fik. Yasurruni, et c'est un grand honneur pour moi de partager ce webinaire avec vous pour la première fois. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis vous m'excuserez avant toute chose. Je ne pourrai pas parler arabe plus longtemps que ça. Donc je suis désolé. Donc ça va être directement transition français parce que ça m'est un peu difficile. Voilà. Donc j'espère que on peut démarrer. Donc le sujet de notre webinaire aujourd'hui, ça va être un peu spécifique et un peu spécial pour la plupart d'entre vous, qui est en l'occurrence l'ophtalmologie vétérinaire. Je pense que c'est pas un sujet qui est très d'actualité. Il y en a pas mal de praticiens qui maîtrisent très mal cette spécialité. Par méconnaissance, à mon avis, plus que par un manque de technicité ou autre. J'essaierai d'être le plus simple possible. J'essaierai d'expliquer aussi B'Darija, si c'est possible, certaines choses. L'ophtalmologie vétérinaire est une spécialité parmi tant d'autres, hein, donc il faut juste connaître certaines choses et comment aborder les examens ophtalmologiques pour pouvoir un petit peu dégrossir le sujet. Voilà. Alors j'ai choisi de manière un peu volontaire le sujet de ce webinaire, hein, les ulcères cornéens. Excusez-moi, il y a juste la barre là-dessus, là, elle m'énerve un peu, donc je ne sais pas comment on peut pour la virer, si c'est possible, si vous avez la main. C'est bon, Wahid. Vous voyez la barre qui est au-dessus, là, avec... C'est bon? Je peux l'arrêter? Je fais comment? Voilà, Alain. Bon, je reviens sur le webinaire. Alors, ce que je disais, donc j'ai choisi de manière un peu volontaire le sujet d'aujourd'hui, les ulcères cornéens et leur diagnostic, leur prise en charge, parce que ça reste une entité pathologique en ophtalmo vétérinaire très fréquente en pratique quotidienne. Et il faut savoir comment les diagnostiquer, comment les prendre en charge. Donc, sur un plan très classique, hein, on va faire un petit rappel anatomique sur le globe oculaire, une définition de l'ulcère cornéen. Puis on parlera un petit peu sur les signes cliniques, c'est ça qui nous importe le plus, avec les motifs de consultation, les causes et les étiologies qui sont relativement nombreuses, mais on va essayer surtout de focaliser les causes qui sont récurrentes. Le diagnostic, comment diagnostiquer et qu'est-ce qu'il faut utiliser comme test et comme appareillage pour pouvoir diagnostiquer nos différents ulcères, qui sont relativement nombreux. Les ulcères, ils se ressemblent pas par simple jusqu'au plus compliqué, donc il faut savoir comment le diagnostiquer et comment le prendre en charge. Les traitements, bien sûr, ça intéresse tout le monde, ça c'est une partie qui est relativement prisée. Et à la fin, je vous ai concocté quelques cas cliniques du plus simple au plus compliqué, j'ai envie de dire, au récidivant du moins, qui a nécessité une prise en charge chirurgicale. Donc, on verra ça dans un deuxième temps. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur et de la partie en rétine postérieure. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, on a trois couches. Hein. Donc, la sclère qui est une couche fibrineuse, qui est plus une couche de protection du globe oculaire. La choroïde qui est la couche vascularisée du globe oculaire, hein. C'est communément appelé l'UV, plus exactement. On peut différencier l'UV antérieur qui est composé par le corps ciliaire et l'iris de ce côté-là, et de l'autre côté, la choroïde qui est relativement importante. Et puis, beaucoup plus profondément vers l'intérieur, on a la couche, ou du moins la membrane nerveuse, qui est la rétine, qui est schématisée ici par une espèce de couche jaunâtre,
il se rejoint au niveau de la papille optique pour se finir par le nerf optique. Mince, attends, j'ai pas fini. Donc, de la partie antérieure vers la partie postérieure, à reconnaître bien sûr le cornet, ce qui nous intéresse, la chambre antérieure qui est à milieu remplie d'un liquide transparent qu'on appelle l'humeur aqueuse. Après, nous avons c'est une partie qui est relativement vasculaire et très contractile, avec deux sortes de muscles, le muscle strié et les muscles lisses, qui permettent justement les deux étapes de la dilatation pupillaire, la mydriase et la myosis. La pupille, elle est là. Et derrière ça, vous l'avez reconnu, donc la grosse lentille optique, c'est le cristallin. Derrière, nous avons ce qu'on appelle le vitré. C'est un amas de cellules collagénèses, de cellules de collagène, qui est très bien organisée et surtout transparente. Donc, vous avez bien remarqué que ce que je viens de citer et le trajet que je viens de citer, c'est tous des milieux transparents. Et le but au fait de tout à chacun, c'est de pouvoir conserver ces milieux le plus possible transparents pour pouvoir justement permettre et la pénétration des lumières et la pénétration des images, surtout. C'est ce qui fait la base de l'acuité visuelle. Donc, on va s'intéresser essentiellement de notre cornée qui se trouve le plus possible en antérieur. Vous l'avez compris, et c'est en quelque sorte le pare-brise du globe oculaire. Donc, plus est propre, mieux on verra. Voilà, en quelque sorte. OK ? Donc, sur le plan histologique, une coupe histologique de la cornée ici avec une image de scan. Donc, on va reconnaître de l'extérieur vers l'intérieur l'épithélium cornéen qui est hydrophobe. Qu'est-ce que ça veut dire hydrophobe? C'est-à-dire il ne va pas absorber l'eau, il ne va pas laisser l'eau passer. Donc, il faut savoir que sur la partie blanche que vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle le film lacrymal. C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est l'humeur aqueuse qu'on a vue. Donc, entre les deux, il y a la cornée qui est normalement être censée et rester sèche et complètement hydrophobe. À savoir que cette partie, l'épithélium, c'est la partie la plus exposée de par toutes les agressions externes, que ce soit des poussières, des bactéries, des virus et tout ce qui s'ensuit. Après ça, nous avons une grosse épaisseur qu'on appelle communément le stroma, qui est composé de cellules de collagène, pareil, très bien organisées, très bien alignées. C'est ce qui permet la transparence oculaire. Et tout à fait en bas, nous retrouvons ce qu'on appelle l'endothélium. C'est une couche qui va séparer le stroma du milieu hydrique, en l'occurrence l'humeur aqueuse qui se trouve dans la chambre antérieure. Entre les deux, on va retrouver ce qu'on appelle la membrane de Descemet. Elle vient juste entre le stroma et l'endothélium. Donc, reconnaissez bien ces structures, c'est hyper important pour ce qui va faire. En définition, cercle cornéen est une érosion superficielle. Alors, attendez, j'ai un truc, moi, qui me gêne ici. En noir, vous savez ce que c'est? Alors, l'ulcère cornéen est une érosion superficielle en définition, donc est une érosion superficielle ou profonde de la structure cornéenne qui génère une douleur intense. Ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut que ça soit clair dans votre tête qu'un ulcère cornéen, c'est super douloureux. C'est beaucoup plus douloureux qu'une fracture.
Et donc, elle génère une douleur intense et un déficit de la vision plus ou moins grave si la prise en charge thérapeutique est sous-estimée ou mal évaluée. Donc, concernant les signes cliniques et les motifs de consultation, on a essentiellement, c'est-à-dire l'animal a tendance à cligner, vous voyez là sur la photo, avec un épiphora. L'épiphora, c'est une hypersécrétion de l'œil. Donc, en quelque sorte, l'animal est amèche et il a tendance à édémer extrêmement fréquemment. Voilà. Après, tout ce qui est rougeur conjonctivale et néovascularisation. Allô, vous m'entendez? Allô? Tout ce qui est néovascularisation cornéenne et œdème cornéen, bien sûr, on l'objectivera avec l'œil nu, parfois même avec un appareillage un peu plus adapté pour l'examen clinique. Vous voyez aussi sur cette photo l'animal qui vient en consultation pour un blépharospasme qui est récurrent et un hypophora. Ça, c'est les symptômes locaux. Il ne faut pas occulter ce qu'on appelle les symptômes généraux, qui sont le prurite, c'est-à-dire les démangeaisons. L'animal a tendance à se gratter l'œil avec la patte. D'ailleurs, c'est ce qui va exagérer un petit peu l'ulcère dans certains cas. La douleur qui est intense, je viens d'en parler. La dysorexie, c'est-à-dire la douleur, elle est tellement intense que l'animal il a tendance à ne plus avoir d'appétit. Hein. Et c'est aussi valable pour les animaux domestiques que pour les animaux de rente, hein, que ce soit le bétail bovin, ovin ou autre. Donc, à prendre en considération de manière assez importante. L'agressivité, forcément, hein, quand il y a une douleur qui est ressentie, l'animal il devient un peu plus agressif. Et les céphalées, c'est-à-dire les douleurs céphalées, hein, les douleurs qu'on a, ils ne sont pas très objectivés chez l'animal, mais sachez qu'il y a quand même des céphalées suite à des ulcères cornéens. Parmi les causes et les étiologies, on va commencer par ce qu'on appelle les causes exogènes, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est les plus courants. Donc on a essentiellement le traumatisme, quand il y a des bagarres entre animaux, des rixes. Hein, donc forcément, ça c'est la première cause, la première étiologie de ce qu'on appelle l'ulcère cornéen. Il y a les corps étrangers, hein, ça peut être des végétaux, ça peut être des jouets avec lesquels un chien il joue et après il se blesse avec. Les meubles dans la maison, hein, les chiens qui courent dans tous les sens et puis qui se blessent sans voir. Les produits acoustiques et chimiques, bien sûr. Le virus félin, le virus herpès félin de type 1 chez les chats, ça c'est un facteur et une cause très, très fréquente chez les chats. Et j'ai rapporté un exemple d'ulcère fréquent chez les vaches, chez nos amis qui font du rural, hein, ce qu'on appelle la Moraxella bovis, hein, qui génère une kératoconjonctivite infectieuse bovine, dite la KCIB. Ça, il ne faut pas l'occulter pour nos amis qui font du rural. Les causes endogènes sont essentiellement un déficit lacrymal, hein, la fameuse kératoconjonctivite sèche, la KCS, la mébomiite, c'est-à-dire une inflammation des glandes de mébomius tarsales. C'est en fait un ensemble de glandes qui sont organisées sur le rebord palpébral, c'est eux qui génèrent en quelque sorte la phase lipidique du film lacrymal. Voilà. L'entropion, l'ectropion, le cil ectopique et tout ça c'est un mal positionnement ou des paupières ou des cils ou le déchiasis, c'est une implantation d'un cil, mais une orientation, alors que le trichiasis, c'est une mauvaise implantation avec une orientation correcte. Les blépharites, c'est les inflammations des paupières. Après, on a tout ce qui est dysfonctionnement et malpositionnement palpébral. Ça, on va beaucoup plus donc, j'essaie de faire vite. Hein. Les causes, je continue. Donc, dysfonctionnement et malpositionnement palpébral, ça, c'est surtout les prédispositions raciales chez certaines races de chiens. Et en l'occurrence,
les macrophantes, les macroblépharans dits de diamant, et puis chez certaines races comme les carlins et les pékinois et les cécacés, c'est des chiens qui ont des yeux qui sont complètement exophthalmes, hein. Donc ça, ils sont hyper exposés à des blessures de la cornée. L'examen clinique, donc après commémoratif et anamnèse, hein, il faut absolument poser toutes les questions nécessaires pour pouvoir justement avoir un maximum d'informations. Il faut faire ce qu'on appelle un examen minutieux des paupières et des annexes. Donc n'hésitez pas à prendre votre pince et aller soulever et regarder ce qui se passe derrière la membrane nictitante, la troisième paupière, hein. Ça, c'est hyper important. Après, il faut faire ce qu'on appelle un examen neurologique, bien sûr. L'examen neurologique, tout ce qui se rapporte au clignement à la menace, le réflexe palpéral, les réflexes photomoteurs, ainsi que le réflexe cornéen. Ça, c'est hyper important, il ne faut pas passer à côté de ça. Ne jamais rincer les yeux avant vos examens complémentaires. Ok, ça, c'est hyper important. Il ne faut pas se dire, l'animal est venu avec les yeux dégueulasses, il faut d'abord que je les rince avant de faire mon examen. Ne jamais faire ça, parce que ça risque de vous fausser les mesures. Ok. Les examens complémentaires, je ne saurais commencer mes examens complémentaires en faisant ce qu'on appelle un test de Schirmer, qui me permet de quantifier la sécrétion lacrymale. La sécrétion lacrymale, elle se quantifie par des petites bandelettes que vous voyez là, qu'on met sur le rebord le palpébral. On la plie au niveau de la petite barre que vous voyez, la petite barre noire là. On la plie en deux et on fait la paupière à l'animal. Et puis, le dmois, il commence à imbiber la bandelette. Et puis, on va voir jusqu'à où ça va continuer à imbiber. Et normalement, les mesures normales d'une sécrétion lacrymale chez le chien, elle doit être entre 15 voire 19 millimètres par minute. Et chez le chat, c'est très subjectif, mais entre 11 et à peu près 15 millimètres à la minute. Donc ça, c'est hyper important de faire ce qu'on appelle le test de Schirmer pour pouvoir déceler un éventuel lacrymal qui pourrait être la cause de l'ulcère. Le deuxième test, c'est bien sûr le test à la fluorescéine, hein. La fluorescéine, c'est un colorant qui est normalement relativement disponible à la pharmacie. Et c'est l'arme fatale de nous, les ophtalmologues, hein. Si on n'a pas de fluorescéine, on sait pas travailler. Donc, il faut absolument avoir ce colorant dans sa pharmacie. Il suffit de mettre une goutte sur l'œil de l'animal et puis ça vous met en évidence l'ulcère, s'il y a ulcère ou pas. En matière d'appareillage, ce qu'il faut avoir pour l'ophtalmo, bien sûr un ophtalmoscope direct, hein, ça c'est incontournable, n'importe quel vétérinaire devrait avoir ce genre d'appareil, c'est le BABA en quelque sorte. C'est un outil qui pour pouvoir examiner minutieusement le globe, en l'occurrence des structures externes, et on peut aller jusqu'à examiner le fond d'œil avec. J'affectionne beaucoup plus particulièrement ce transilluminateur de Finoff parce qu'il me permet d'avoir une luminosité comment dirais-je, à contre-jour, et ça nous permet d'avoir un visuel sur le côté de la cornée. Donc c'est un plus à avoir. Si vous pouvez l'avoir, ça serait top. Ça coûte pas très cher tout ça, hein, donc voilà. La biomicroscopie, ça c'est encore autre chose, hein. C'est effectivement les spécialistes en ophtalmo sont censés l'avoir, mais bon, c'est pas à la portée de tous les vétérinaires praticiens. C'est un appareil qui permet justement d'avoir une vision déjà binoculaire et puis avoir un visuel sur toute la partie antérieure, c'est-à-dire tout le segment antérieur, la cornée, l'iris et même le cristallin, de manière très précise et très approfondie. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cet appareil, mais c'est pas à la portée de tout le monde pour l'avoir. Les ulcères cornéens, donc on va commencer à défiler sur les différents types d'ulcères cornéens. On va commencer par le plus simple pour aller vers le
le plus compliqué. On est toujours là ou il y a une coupure? Comment que ça se passe? Alors, je reprends. Donc, les ulcères cornéens, on va aller très très vite. Hein. Donc, on va aller du plus simple au plus compliqué. Donc, l'ulcère cornéen simple est un ulcère superficiel. Donc, il va concerner essentiellement donc, la partie épithéliale, hein, comme vous voyez sur la photo. Là, donc, c'est essentiellement les cellules épithéliales. Le stroma ne sera pas touché. Hein. Donc, comme vous voyez sur la deuxième photo, vous avez un accroche et une coloration à la fluorescéine qui va être prise par le stroma, parce que le stroma, il est hydrophile. Hein. C'est lui qui va absorber cette fluorescéine. C'est pour cette raison on aura une espèce de tache verte quand on va mettre la fluorescéine sur l'œil de l'animal qui souffre d'un ulcère. Alors, communément, hein, donc, se sont dépassés, bien sûr, la membrane basale. Donc, cliniquement, c'est des yeux qui vont être. Il y a trop de sons qui retournent. Hein. Donc, cliniquement, ça va être des taches vertes sur l'œil qui vont mettre en évidence la présence d'un ulcère cornéen épithélial très superficiel, comme vous voyez sur la première photo, voire une deuxième photo ici. Il y en a même plusieurs, mais voilà, ça reste des ulcères épithéliaux très simples. Celui-là, ainsi que la quatrième photo, je les ai mis de manière exprès parce que c'est des ulcères assez typiques de ce qu'on appelle le virus herpès félin de type 1. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de coloration ulcères assez particuliers sous forme de carte de géographie, ce qu'on appelle, hein, ou de griffades, là. Donc, c'est assez particulier du virus herpès félin de type 1. Donc, méfiez-vous, si vous êtes confronté à ça, faites un écouvillon pour pouvoir l'envoyer au laboratoire. Parmi les ulcères cornéens épithéliaux, il y a ce qu'on appelle l'ulcère atone indolent ou dit encore à bord décollé. C'est un ulcère qui est caractérisé par ce qu'on appelle un manque d'adhérence des nouvelles cellules épithéliales. C'est-à-dire, quand l'ulcère veut se cicatriser, il y a des nouvelles cellules qui viennent, qui sont fabriquées par mitose à partir de la membrane basale. Donc, mais malheureusement, ces cellules n'adhèrent pas sur le stroma. Donc, c'est pour cette raison, elles ont tendance à décoller complètement et l'ulcère persiste. Et cliniquement, vous allez être confronté à une image pareille, avec une prise de fluorescine au centre et une espèce de collerette formée tout autour. Et on a l'impression que l'Ain Tedgisher, d'accord, je ne sais pas si je m'explique suffisamment, mais vous avez l'impression que comme s'il y avait une espèce de cellule qui se décolle. Donc ça, c'est assez typique chez les chiens qui sont âgés de plus de 6 ans, et plus particulièrement, il y a une prédisposition chez le boxer. D'accord? Donc, il faut faire super attention. Les ulcères, là, on va rentrer dans des ulcères un peu plus compliqués, c'est-à-dire on va rentrer dans le stroma, c'est-à-dire la couche épithéliale n'est plus concernée, mais c'est beaucoup plus profond. Hein. Donc, vous voyez sur l'image, là, donc le cratère, il est beaucoup plus important. Il peut concerner le tiers de la cornée, voire un peu plus. Hein, sur cette image, vous voyez, il est un peu plus creusé. Donc, ça peut être dû à un accident traumatique, enfin, ou une griffade ou autre, ou sinon une complication d'un ulcère simple hein, qui a poussé. Donc, cliniquement, ça va se présenter de la sorte. C'est des cratères au niveau des yeux, hein, donc avec tout le panel d'une néovascularisation cornéenne qu'on voit ici de manière assez prononcée, une hyperémie conjonctivale, ce qu'on appelle, parce que c'est un ulcère qui dure, hein, c'est un simple qu'on a laissé traîner et qui s'est en quelque sorte compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ulcères cornéens stromaux, c'est toujours compliqué. Sachez que c'est un ulcère qui ne date pas d'hier, qui date d'au moins 7 ou 8 jours, si ce n'est pas plus. Sur cette image, vous voyez, on a même le privilège d'avoir ce qu'on appelle un hypopion, c'est-à-dire de pus dans la chambre antérieure.
dû justement à toutes les bactéries saprophytes qui ont pu s'infiltrer. Une troisième photo, pareil, hein, un ulcère stromal très, très, très compliqué qui risque de pourrir. Donc, sur un plan scan, on voit bien le cratère de la cornée. Hein. C'est juste pour l'amusement que je vous ai donné ce slide. Mais ce qui nous importe surtout, c'est de voir comment le cratère peut se creuser assez rapidement. Parmi l'ulcère cornéen stromal profond, on a ce qu'on appelle la dysmétocèle. Ça, c'est au fait, le cratère, il est tellement important qu'il a atteint la dernière couche de la cornée, qui est la membrane de Descemet, et elle est tellement fragile qu'elle fait ce qu'on appelle une hernie dans le cratère. Elle fait une bosse, comme vous voyez là, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de pression entre cette partie et la partie intérieure, c'est-à-dire la chambre antérieure où il y a de l'humeur aqueuse. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle une hernie de la membrane de Descemet. Donc, si on n'intervient pas assez rapidement, ça, c'est une urgence à part entière. Hein. Si vous avez ça, c'est une urgence à part entière. Mais comment le voir cliniquement? Vous allez le voir comme ça. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Alors, il faut mettre votre fluorescéine. Alors, vous allez, ce qui est assez pathognomonique, c'est que la fluorescéine, elle va complètement colorer les marges de l'ulcère, mais le centre de l'ulcère, il reste noir. Donc là, vous êtes en face, ou du moins, vous êtes confronté à ce qu'on appelle un desmétocèle. Donc, c'est une urgence à part entière. Il faut absolument intervenir assez rapidement. Je vous montrerai comment il faut intervenir. Là, c'est pas si compliqué que ça. Donc, voilà, schématiquement, donc vous avez un beau cratère qui se fait là, une hernie de la Descemet, et si on n'intervient pas, bien sûr, on a ce qu'on appelle une perforation oculaire en moins de temps. Ce n'est pas la peine de voir ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Les ulcères les plus compliqués, donc concernant les ulcères stromaux qui vont se compliquer, ils vont se compliquer par justement l'introduction des bactéries et tout ce qui s'ensuit, et ça génère ce qu'on appelle un ulcère à collagénase ou une kératomalacie. C'est quoi un ulcère à collagénase? En fait, c'est un ramollissement, voire un début de fente importante de la cornée. Il est provoqué par l'activité de collagénase. Ces collagénases, c'est des enzymes, hein, c'est toutes les bactéries qui ont pu s'introduire et s'infiltrer dans le stroma. Eh ben, elles ont des enzymes qui vont bouffer le stroma, qui est des cellules de collagène. Ces enzymes, elles adorent ces cellules de collagène et elles vont commencer à les bouffer. Et c'est ce qui provoque un ramollissement complet de la cornée et qu'on appelle communément un ulcère à collagénase. Il se présente de la sorte. Hein, c'est vraiment, vous avez l'impression que l'œil il est en train de fondre. Voilà. Ça, si on n'intervient pas assez rapidement, il y a une perforation, voire un phtisie, ce qu'on appelle un phtisie bulbi, c'est-à-dire l'œil va mourir en se rétractant tout doucement. Voilà. Concernant les traitements, donc les traitements, c'est pas compliqué. Hein. On a des traitements déjà de première intention, et il faut toujours partir sur un traitement de première intention. Pour soulager la douleur, je ne saurais insister sur l'utilisation de l'atropine, qui a une double action, hein, parasympatholytique et cycloplégique. La parasympatholytique, c'est-à-dire elle va générer une mydriase importante. Ça, c'est pas le plus important, on s'en fiche, mais c'est surtout, elle va apporter un soulagement à la douleur cornéenne qui est très intense. Mettre en place une antibiothérapie de première intention, et je ne saurais insister sur cette première intention, la polymyxine B ou la bacitracine, voire le chloramphénicol en collyre, c'est ce qu'il faut utiliser en première intention avant de dégainer votre arsenal d'antibiothérapes d'antibiotiques plutôt de deuxième, voire de troisième intention qu'il faut plutôt réserver pour des ulcères beaucoup plus compliqués. Justement, pour les complications, on peut se permettre d'utiliser tout ce qui est gentamicine, néomycine, tobramycine en l'occurrence. Moi, c'est la molécule préférée, donc je l'utilise assez souvent. La doxycycline par voie orale, ça c'est aussi très intéressant comme molécule. Les inhibiteurs de protéases, ça c'est hyper important, c'est ce qu'on appelle le NAC hein, communément, pardon. C'est la N-acétylcystéine, ça c'est des inhibiteurs de protéases. Ils vont justement faire bloc
à tous ces enzymes qui génèrent toutes ces bactéries qui génèrent des enzymes qui bouffent justement les cellules de collagène du stroma. Donc ça fait bloc. Quand on n'a pas du NAC, sachez que le sérum autologue, c'est super intéressant. Le sérum autologue, on le fabrique en faisant une prise de sang de l'animal, en centrifuge, et on soustrait le sérum tout simplement. Hein. Ou sinon, vous laissez décamper et vous enlevez le sérum qui en résulte. Vous pouvez le conserver jusqu'à 3 jours au frigo et vous l'instillez sur l'œil. Voilà. De 2 gouttes matin, midi et soir, et ça fait office d'inhibiteur de protéases. Les acides hyaluroniques, ça c'est très intéressant aussi, avec une supplémentation de vitamine B12. Ça c'est hyper important et ça fait partie de mon arsenal thérapeutique. Les traitements de l'ulcère à bord décollé, ça c'est vraiment chirurgical, hein, donc il faut commencer par une désépitalisation ou un débridement, hein, tout simplement, et puis suivre ça par ce qu'on appelle une kératotomie ponctuée ou en grillage, avant de faire ce qu'on appelle un recouvrement par la membrane irritante ou une lentille oculaire, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Vous verrez ça sur les cas cliniques que je vous ai préparés à la fin. Je passe très rapidement là-dessus. Pour les traitements des ulcères stromaux, ça reste quand même des traitements qui nécessitent une technicité et du matériel approprié. Donc moi, c'est juste pour la forme que je voulais vous les présenter pour que vous ayez une idée de ce qui se fait en traitement des ulcères stromaux. Donc c'est la greffe conjonctivale. Celle-ci, à la limite, elle peut être à la portée de tous. Si Rabbi, Inch'Allah, où je participerai au prochain congrès de l'espace vétérinaire, on essaiera d'organiser des ateliers pour pouvoir vous montrer comment on peut aisément faire ce qu'on appelle une greffe conjonctivale lors d'un ulcère cornéen profond, voire une desmétocèle. Il est contre-indiqué, bien sûr, quand l'ulcère il est central, hein, c'est tout à fait normal. Il est en plein centre, donc ça gêne la vision. Les autres éléments qu'on a, c'est les cols chirurgicaux, hein, et les biomatériaux, en l'occurrence le Vetbiosis ou la selle, voire même la membrane amniotique pour pouvoir apporter un comblement du cratère cornéen. Donc c'est juste pour vous montrer ce qui se fait en matière de chirurgie, de microchirurgie ophtalmique. Ça, c'est la greffe conjonctivale, la greffe de Biosis et la greffe d'Assel. Là, on va rentrer dans les cas cliniques. Donc, avant toute chose, j'aimerais savoir s'il nous reste beaucoup de temps ou si j'arrête quand on fait une pause avant d'entamer les cas cliniques, parce que c'est bien. Allô, allô? Il y a quelqu'un? Oui, docteur. Oui, vous pouvez continuer, docteur. Il reste combien de temps? Dites-moi, juste que je puisse savoir. Presque un quart d'heure. Ah, très bien, super. Alors, cas clinique numéro 1. Gypsy est une femelle border collie de 3 ans, venue en consultation pour un blépharospasme, comme vous voyez là, Jayet Ammesh en quelque sorte, avec un épiphora, c'est-à-dire une hypersécrétion lacrymale de l'œil gauche. Depuis moins de 24 heures. Ça, c'est des propriétaires qui font attention à leurs animaux, donc ils surveillent assez et interviennent assez rapidement. Donc, quand je fais mon examen, bien sûr, et je mets ma fluorescéine, je mets en évidence un ulcère. Il y a une fluorescéine, elle prend au niveau central. Vous voyez bien, hein, il y a une tache verte. Donc, ça veut dire qu'on est en présence d'un ulcère cornéen, mais à mon avis, simple, épithélial. Donc, je mets en place un traitement à base d'antibiotiques, à base d'acide de NAC, pas tout à fait, pas tous les jours. Hein. Je mets essentiellement de la polymyxine B avec de la polymyxine B, ça suffit amplement. Hein. Parfois du chloramphénicol, mais je rajoute de la vitamine B12. Et puis, au bout de 5 jours, c'est déjà cicatrisé. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre votre antibiotique et votre supplémentation en vitamine B12, voire du sérum autologue pour pouvoir
faire cicatriser l'ulcère le plus rapidement possible. Normalement, un ulcère simple épithélial, il doit cicatriser au bout de 4-5 jours. Au-delà, s'il y a mauvaise cicatrisation, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous le verrez un peu plus tard, je vous expliquerai. D'accord ? Le deuxième cas, c'est un cas clinique, c'est Oscar, un bulldog français de 4 ans, venu pareil pour un blépharospasme de l'œil gauche, avec une hypersécrétion lacrymale. Mais celui-là, vous voyez bien, il y a une différence. Donc là, déjà, à l'œil nu, sans avoir mis quoi que ce soit, on voit qu'il y a déjà un œdème cornéen. L'œdème cornéen, c'est cette tache blanche qu'on voit. C'est quoi un œdème cornéen? C'est-à-dire le film lacrymal qu'il y a dessus, ils se sont infiltrés dans le stroma. Et comme le stroma, c'est comme une éponge, donc il a absorbé ce film lacrymal, et ça fait cet effet blanc. C'est ce qu'on appelle un œdème cornéen. On peut aussi voir une néovascularisation, ce que vous voyez rose là. Là, c'est des vaisseaux sanguins. Pourquoi c'est des vaisseaux sanguins? Parce que ces vaisseaux sanguins, ils viennent à partir du limbe, ce qu'on appelle le limbe sclérocornéen. Ils viennent jusqu'à le cratère pour justement apporter les éléments anti-inflammatoires. C'est une réaction tout à fait normale, mais malheureusement pour la cornée, c'est très délétère cette néovascularisation. C'est sûr que ces vaisseaux, ils vont apporter tous les éléments anti-inflammatoires pour pouvoir justement combler ce cratère. Mais le but, c'est de pouvoir fermer ce cratère le plus rapidement possible et de se débarrasser de ces vaisseaux cornéens qui gênent la vision. D'accord ? Donc, ça, j'ai mis en place un traitement un peu plus soutenu. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser à lui donner juste de l'antibiotique. J'ai mis de l'antibiotique, j'ai mis du NAC, du N-acétylcystéine. Et lors des échanges de questions, je vous expliquerai comment je traite. Moi, je suis assez agressif pendant les premières heures. Donc, c'est pour cette raison, j'arrive à absorber les ulcères assez rapidement. Ça, c'est J+15, vous voyez. Au bout de 15 jours, il n'y a plus rien. Alors que si on avait laissé ça, ça aurait pu pourrir en moins de 2. D'accord ? Le cas clinique 3, ça c'est un peu plus vous voyez, déjà quand on vient en consultation, on voit un œil pareil, déjà on se dit c'est mal barré. Donc c'est une chatte de 10 ans qui est venue pour un problème au niveau de l'œil. Et cette chatte, elle avait un propriétaire qui se prenait pour un docteur vétérinaire. Il a fait de l'automédication, donc il a commencé à nettoyer l'œil de sa chatte avec du sérum physiologique et il s'est permis de mettre ce qu'on appelle une pommade à base de corticoïdes. Il faut savoir que les corticoïdes, en cas d'ulcère, c'est complètement contre-indiqué. Ça retarde la cicatrisation et ça peut même pourrir l'œil. Donc voilà, le résultat est là. Il est venu me voir 10 jours après. Donc moi, j'ai essayé vite de prendre en charge ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait mon test à la fluorescine. Vous voyez? Allô? J'ai fait mon test à la fluorescine. On voit que la fluorescine, elle diffuse de manière très abondante et très abondante dans le stroma. Donc, on est face à ce qu'on appelle un ulcère à collagénase. Et là, il y a un début de fonte cornéenne qui commence à se profiler. Donc, il faut absolument prendre en charge de manière assez rapide cet ulcère parce que sinon, on va perdre l'œil. Oui, allô? Allô? Je continue, j'arrête. Oui, docteur, continue. Oui, docteur, continue. Très bien. Donc, pour ce cas clinique en question, moi, je ne me suis pas posé de questions. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un recouvrement par la membrane nictitante avec un traitement intensif à base d'antibiotiques, essentiellement de la tobramycine doublée de polymyxine B, et j'ai mis des anticollagénases, le NAC, et une supplémentation d'acide hyaluronique. Donc, moi, dans des cas comme ça, je suis relativement agressif en matière de traitement. Je demande ou je garde l'animal en hospitalisation pendant 24 heures pour que je puisse faire des instillations toutes les 10 minutes pendant 1 heure et après, c'est toutes les demi-heures pendant les 3 heures.
Ça, c'est une technique personnelle et c'est ce qui marche le plus. Hein, d'accord? Donc, j'ai fait une tarso par-dessus. Hein, quand vous avez un recouvrement par la membrane excitante, n'hésitez pas à mettre les médicaments par-dessus. Hein, ça passe, hein, ça s'infiltre et ça passe. Voilà, ça, c'est J0. 15 jours plus tard, quand j'ai ouvert, ben voilà, hein, ça fait tout de suite ça. Hein. On a quand même une persistance d'un ulcère. Vous voyez bien, hein, il y a encore une fluorescine qui accroche au niveau central, mais déjà, on arrive à voir la pupille, on arrive à voir des structures antérieures de l'œil qu'on n'arrivait pas à voir. D'accord? J'ai continué le traitement et un mois plus tard, j'ai ça. Donc là, j'ai plus de fluorescine positive, tout est comblé, mais j'ai ce qu'on appelle des néovascularisations, une vascularisation cornéenne, plus un œdème persistant. Donc là, ça me gêne, moi, je n'aime pas ça. Donc, quand on est confronté à ça, et quand on a une fluorescine négative, c'est-à-dire il n'y a plus d'ulcère, le cratère il est complètement comblé, on change de fusil d'épaule, ce qu'on appelle, hein, on arrête les antibiotiques, et on met en place des corticoïdes pour pouvoir justement faire disparaître cette néovascularisation et pouvoir retrouver la transparence qu'il faut pour l'œil. Ça, c'est 45 jours. Donc, vous voyez qu'il y a une amélioration notable. Hein, et il y a encore une persistance d'œdème et de néovascularisation. Donc, il faut insister, il faut continuer. Et un mois plus tard, voilà ce que j'ai, tout simplement. Du moins 2 mois plus tard, voilà ce que j'ai. Et pour le FEN, voilà, 3 mois plus tard, j'ai ça. Donc, on est super content quand on voit ça. On se dit, bon, on n'a pas travaillé pour rien et on ne s'est pas acharné pour rien. Voilà. Pour le 4e cas, donc ça, c'est Nadar, un épagnol breton de 13 ans, venu en consultation en 2e avis, par contre. Alors, Nadar, il a eu un ulcère cornéen superficiel de 10 jours auparavant. Et son vétérinaire traitant, il a mis en place un traitement classique, hein, à base d'antibiotiques et à base de NAC et de vitamine B12. Et 10 jours plus tard, le propriétaire, il a remarqué qu'il n'y avait pas d'amélioration, que l'œil continuait à couler et qu'il y avait toujours ce qu'on appelle un blépharospasme, hein, donc l'âne toujours à mèche, et puis c'est pas bon. Donc, il est venu me voir en consultation. Donc, moi, je mets ma fluorescine. Hein, donc, on voit bien qu'il y a un ulcère là. La fluorescine, elle est positive, il y a du vert. Mais il faut se rapprocher un peu plus et voir ce qu'il y a. C'est quoi comme ulcère? Donc, vous voyez bien qu'il y a des espèces de kilkshur. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des bords qui sont complètement décollés. Voilà. Donc, on est en présence d'un ulcère à bord décollé. Voilà, tout simplement. Voilà, quand on prend le temps de regarder, d'inspecter, donc effectivement, c'est pour cette raison qu'il n'a pas cicatrisé, qu'il n'a pas guéri. Donc ça se guérit pas avec une simple antibiothérapie et un simple traitement à base de NAC et de vitamine B12. Donc moi, ce que j'ai fait un débridement. Donc j'ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir. Le débridement, il consiste juste à prendre un coton-tige, hein, tout simplement, sec, et puis enlever tous les rebords de l'ulcère, tout ce qui donc les cellules qui n'ont pas accroché, il faut absolument les enlever. Donc forcément, ça va agrandir l'ulcère, ça va l'exagérer, mais ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est d'enlever toutes les cellules qui n'accrochent pas, les cellules épithéliales, les nouvelles, ils n'accrochent pas. Il faut absolument veiller à ce qu'elles ne soient plus sur l'œil. Il faut absolument les enlever. C'est ce qu'on appelle un bon débridement des marges de l'ulcère. D'accord? Donc, je passe. Hein, c'est juste pour vous montrer comment il faut faire un débridement. C'est avec un coton-tige. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une scarification ou une kératotomie en grillage. Moi, j'affectionne la grillage. Il y en a qui font en pointillé, c'est-à-dire vous prenez une pointe d'aiguille et puis vous faites des traits horizontaux et verticaux sur tout ce que vous avez débridé, c'est-à-dire sur toute la cornée. Vous essayez de gratter la cornée avec votre pointe, la pointe de votre aiguille, et vous faites un grillage complet. Moi, je fais un grillage. Il y en a qui font des petits points avec la pointe d'une aiguille. Voilà, là, je suis en train
de préparer mon aiguille. J'ai mon assistante qui prend l'ophtalmoscope, enfin une source lumineuse pour que je puisse voir un peu plus, parce que là où j'étais, bah, il y avait pas beaucoup de lumière. Donc là, je fais, vous voyez, je suis en train de faire des traits n'hésitez pas, il faut y aller. Sachez que la cornée, elle fait un demi-millimètre, hein, donc vous n'allez pas la crever. Hein. Vous n'allez pas crever l'œil, donc il faut y aller tout doucement, sûrement, mais il faut absolument scarifier correctement le lit de l'ulcère. Donc ce que vous devez avoir normalement, c'est ça, c'est cette image avec plein de traits horizontaux et verticaux. Après ça, vous fermez, vous faites ce qu'on appelle un recouvrement par la membrane excitante et vous laissez 10 à 15 jours en mettant en place, bien sûr, les traitements habituels, antibiotiques, NAC, vitamine B12, etc. D'accord ? Il ne faut pas fermer et laisser fermer, hein, il faut absolument traiter en même temps. 15 jours plus tard, j'ouvre, j'ai ça, hein, mais il y a une persistance d'un ulcère, quand même un tout petit, donc je continue un petit peu, et 3 semaines plus tard, voilà, j'ai réussi à combler et à cicatriser ce foutu ulcère indolent qui n'arrivait pas à cicatriser. Si on n'avait pas fait ça, de toute façon, on n'aurait pas pu réussir à le faire cicatriser. Voilà, donc j'arrive à la conclusion, hein, tout simplement, utiliser les différents colliers et instruments simples et peu onéreux, c'est-à-dire ça ne coûte pas très très cher, pour pouvoir parfaire votre diagnostic et mettre en évidence la cause et le type de l'ulcère. Hein, il faut savoir à quoi on est confronté, un ulcère simple, un ulcère à bordée collée, un ulcère à collagénase. Donc ça, c'est hyper important de prendre le temps de faire votre examen clinique. Localiser et définir les lésions oculaires, ça, bien sûr, c'est hyper important avant de, ce que j'ai mis, dégainer votre arsenal thérapeutique. Souvent, les gens, ouais, c'est une conjonctivite, il y a un pomadate à corticoïde, alors qu'il va esquinter l'œil avec. Donc, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, utilisez de la fluorescéine, utilisez le matériel que je vous ai indiqué pour pouvoir apporter un plus à votre activité de tous les jours. Et ça ne fait qu'apporter un plus à votre notoriété. L'ulcère épithélial simple, qui ne cicatrise pas au bout de 4-5 jours, est forcément un ulcère qui se complique. Donc, vous avez bien vu sur le dernier cas de Nadar, 10 jours après, le chien était toujours souffrant de son œil. Donc, c'est un ulcère qui se complique. Donc, n'hésitez pas à revoir votre diagnostic. Donc, ce que j'ai mis en dernier, hein, en conclusion, c'est que malheureusement, j'ai des retours de confrères. C'est que quand ils n'arrivent pas à diagnostiquer correctement l'affection oculaire, ils finissent par l'énucléation qui reste, mine de rien, un geste regrettable. Hein. Donc, il ne faut pas aller à la facilité. Hein. L'énucléation, ça ne résout pas tous les problèmes. Donc, essayez de prendre votre temps, essayez d'être un peu plus professionnel en investissant dans un peu de collier, un peu de matériel qui ne coûte pas très très cher. Et puis, si on vient pour l'espace vétérinaire, on essaiera, comme je vous ai dit, d'organiser des ateliers pour vous montrer comment prendre en charge une consultation en ophtalmologie. C'est assez banal, assez simple. Donc voilà, libre et marhaba, on est là pour vous aider au maximum. Voilà. En conclusion, salam alaikum et merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Docteur, donc on passe à la première question. Fadal. Pour la première question de Dr Richard Oubiri, est-ce que l'utilisation du laser comme traitement est bon? Le laser est bonne. Le laser comme traitement, est-ce qu'elle est bonne? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a aucune publication concernant une approche thérapeutique au laser pour les ulcères cornéens. Non. Il y a une autre technique, mais pas du tout. Le laser, il est essentiellement réservé pour les fonds d'œil, voire ce qu'on appelle une iridectomie en cas de problème de tension oculaire dans les cas de glaucome. Mais moi, à ma connaissance, non. Voilà.
D'accord. Pour docteur Michel Andro, c'est pas l'ulcère cornéen atone. Est-ce que c'est congénital, est-ce congénital dû à un gène létal ou mutation? Il y a une prédisposition raciale chez le boxeur en l'occurrence, mais comme je vous ai dit, il est relativement fréquent chez les chiens de plus de 6 ans, 6-7 ans. On ne sait pas, on ne connaît pas la cause réelle, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas une cause génétique ou congénitale, comme vous dites, ni chromosomique. Hein. Il y a une prédisposition chez le boxer, ça c'est prouvé, mais pour les autres races, c'est surtout au-delà d'un certain âge qu'ils sont sujets à ce genre d'ulcère à bord décollé. On ne connaît pas du tout la raison ni l'étiologie de cette mauvaise adhérence des cellules, des nouvelles cellules épithéliales qui n'adhèrent pas. Voilà. On ne connaît pas la cause. Très bien. Donc, pour docteur Shafia Draji, Oui. comment on peut corriger l'œdème consécutif à une lésion à médiation immunitaire? Auto-immune, c'est ça. La question, c'est comment on peut corriger l'œdème consécutif à une lésion à médiation immunitaire? Il n'y a pas que l'œdème à corriger. Il faut d'abord la lésion auto-immune. Elle parle de quelle lésion auto-immune? Je n'ai pas compris la question. Docteur Shafia, donc pouvez-vous préciser quel œdème ou quelle lésion consécutive? J'ai pas compris la question. Un œdème, il a plusieurs origines. Hein. La plus connue, c'est justement suite à un ulcère, donc il y a une infiltration ou du film lacrymal, ou sinon il peut y avoir des œdèmes dus à une dysplasie endothéliale, donc au fait c'est une humeur aqueuse qui va s'infiltrer dans le stroma, et ça c'est une autre pathologie. Donc non, l'œdème c'est un engorgement du stroma par du liquide. Le liquide, c'est ou le film lacrymal à l'extérieur, ou l'humeur aqueuse qui se trouve au-delà de l'endothélium. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Les mécanismes d'action de B12. Docteur Hasbillawi a dit pour le chien Nadar, vous avez suturé après avoir fait des traitements horizontaux, des traits horizontaux et verticaux? Oui, c'est ce qu'on appelle une kératotomie en grillage, tout simplement. Il y en a qui font des petits points au lieu de mettre des traits horizontaux et verticaux. Hein. Il y en a qui pointillent, vous faites le lit de l'ulcère. Il y a deux techniques différentes. Moi, j'affectionne la technique en grillage, tout simplement. Mazari Fethaddin, quel est le mode d'action du vitamine B12 et d'acide hyaluronidase et uronidase? Oui. Lors d'un ulcère cornéen, oui. Au fait, c'est pour activer la cicatrisation. Hein. C'est exactement les mêmes produits qu'ils vous mettent dans les pommades et dans tous les produits à base d'acide hyaluronique. Hein. Donc, c'est un générateur qui va activer les cellules, les nouvelles cellules mitotiques, tout simplement. Il va les renforcer. Voilà. Ça va activer la cicatrisation. Donc, on répète la dernière question. C'est la dernière question? Non, en fait, c'est l'avant-dernière. Fadal. Donc, que faire en cas d'hématome sous-orbitaire?
L'hématome sous-orbitaire, bon, c'est pas le sujet, hein, mais l'hématome sous-orbitaire, qu'est-ce qu'il veut dire par hématome sous-orbitaire? C'est quoi la question? C'est dû à un accident? C'est l'hématome, il est localisé à quel niveau? Quel rapport avec le sujet? Moi, je ne comprends pas la question. Donc, on demande à Dr Qadari de développer sa question et on passera donc à Dr Houyem Cheib qui nous a donné un cas clinique. Un chien caniche a été mordu au niveau de son œil gauche par un autre chien de taille supérieure. Le propriétaire ne l'a conduit au vétérinaire qu'après 48 heures. Selon vous, quelle serait la conduite à tenir face à un cas pareil, sachant que le chien avait une exophtalmie? Ah, c'est autre chose, hein. Exophtalmie, c'est-à-dire que c'est le globe oculaire qui est complètement sorti de l'orbite. Donc ça c'est autre chose, c'est une autre prise en charge, hein. C'est une urgence à part entière. Donc il faut déjà, bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de notre webinaire de ce soir, mais voilà, je vais bien répondre pour assouvir la curiosité de notre confrère. Mais l'exophtalmie, c'est complètement autre chose, hein. Donc il faut déjà prendre en charge. 48 heures, c'est déjà très très compromis, hein. Normalement, en cas d'exophtalmie, il faut absolument intervenir assez rapidement, maintenir l'œil bien hydraté avec une compresse de sérum. Et puis le but, c'est de pouvoir remettre le globe oculaire le plus rapidement possible dans l'orbite, quoi, hein. Il y a une technique chirurgicale, hein. On ouvre un peu plus les paupières sur le côté latéral, plus exactement, pour pouvoir remettre le globe oculaire dans l'orbite, et à savoir si la vision est conservée ou pas, parce que l'exophtalmie, elle peut être accompagnée d'un arrachement du nerf optique. Donc après, il faut évaluer. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. C'est très vaste comme question, mais voilà, ce que je vous dis, c'est plus un problème cornéen, mais c'est un problème d'œil. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Salam alaikum. On demande, s'il vous plaît, on demande aux participants de poser des questions concernant l'ulcère cornéen. C'est notre sujet du webinaire aujourd'hui. Ouais, ça me dérange pas. Dans l'absolu, ça me dérange pas, mais il faudrait pas non plus qu'on sorte du sujet, parce que sinon, oui, bien sûr, l'ophtalmo vétérinaire, elle est vaste, hein. On peut parler de la cataracte, on peut parler des entropions, on peut parler de plein de trucs. Donc, je crois que à minuit, on est encore là, hein. Vous me permettez, Anis, de poser la question? Oui, Salam, docteur. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présentation bien pertinente en ophtalmo et les efforts consentis par notre espace vétérinaire. Docteur, concernant l'utilisation de l'ophtalmoscope, on trouve ce que vous venez de citer tout à l'heure, un nicopion. Pourriez-vous élargir un nicopion? Un hypopion, voilà. Oui. Un hypopion. Oui. Élargir cette notion. Voilà. Pourriez-vous élargir cette notion plus de précision? Et la deuxième de mes questions, une fois j'étais contacté par la présence ou la sortie d'ici au milieu de la cornée. Oui. J'ai fait des recherches sur Internet et je n'ai rien trouvé. Avez-vous fait face à cette pathologie et quelle est la conduite à tenir? Merci, docteur. Mais vous parlez de la pathologie des cils, c'est ça? Un mal positionnement des cils, c'est ça? Oui, je خرجت له في النص تاع لا كورنيا دكتور. خرجت في la paupière, c'est ça? مش في la paupière. Oui. خرجت في la cornée. Ah, ça c'est autre chose.
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre pathologie cornéenne. C'est ce qu'on appelle le dermoïde cornéen. Ça, c'est autre chose. Je ferai un. Ça, c'est complètement autre chose. Vous tapez sur Internet dermoïde cornéen et vous allez retrouver la pathologie que vous avez vue. D'accord? Rabbi Aïchka, docteur. Concernant l'hypopion, la première question, l'hypopion, en fait, c'est du pus qui s'est décanté dans la chambre antérieure. En fait, ce pus, c'est dû justement à toutes les bactéries qui ont pu s'infiltrer à travers l'ulcère, à travers le cratère. Et puis, ça a généré du pus parce que il y a un métabolisme qui s'est activé. Et cet hypopion, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut surtout traiter. Ce qui nous importe, c'est de traiter et colmater cet ulcère le plus rapidement possible. Après, la nature va faire les choses. L'hypopion, il va disparaître de lui-même au bout de quelques jours. Voilà. Docteur, ou est-ce que ce dermoïde il est traitable? Oui, bien sûr, mais chirurgical. Rabbi Aïchka, docteur, merci. C'est chirurgical, hein, ça se traite par ce qu'on appelle une kératotomie lamellaire. Donc, il faut avoir un minimum de matériel et un minimum de technique. Voilà, parce que au fait, on utilise ce qu'on appelle des couteaux cornéens et puis on va scarifier un petit peu ce dermoïde. Hein. Au fait, le dermoïde cornéen, c'est un prolongement de la conjonctive sur la cornée. Donc, à la biha, on va le retrouver avec des cils, avec des poils. Donc, on enlève, mais il faut mettre un traitement à base d'antibiotiques dans un premier temps, après à base de corticoïdes. C'est tout un protocole, mais il y a souvent des récidives. Hein. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Rabbi Aïchka, docteur. Allez. Il y a d'autres questions? Un gel ophtalmique, docteur Azazel, un gel ophtalmique à base d'acide fusidique, est-ce que ça marche lors d'un ulcère? L'acide fusidique, c'est un antibiotique. Hein. Sous forme de gel ou pas, de toute façon, vous pouvez l'utiliser, oui. Mais je pense que les collyres, c'est beaucoup plus approprié à utiliser parce que le gel, ou que ce soit les pommades, il y a de la vaseline et puis ça peut complètement salir la surface cornéenne et on a besoin de cette clarté pour pouvoir voir l'évolution de l'ulcère. Donc moi, j'affectionne les collyres particulièrement. Tout ce qui est pommade et tout ça, ça peut venir dans un second temps. L'acide fusidique n'est pas tout à fait indiqué dans les ulcères cornéens. Je recommanderais beaucoup plus les collyres à base de polymyxine B, de chloramphénicol ou autre, voire même de la tobramycine. Hein. Moi, j'utilise beaucoup de la tobramycine. C'est dans la pharmacie humaine. Hein. Ne cherchez pas midi 14h. Hein. Vous allez voir votre pharmacien. L'imeddah pour l'ulcère humain, vous l'utilisez pour l'ulcère de vos animaux. Hein. C'est exactement les mêmes molécules. Hein. Voilà. Très bien. Vu que la guérison prend du temps, dans le cas d'ulcère, est-ce qu'il peut y avoir des complications et comment rassurer le propriétaire? Il y a des propriétaires impatients. Ça dépend de l'ulcère en lui-même, hein, à quelle étape on le prend en charge. Donc, si l'ulcère, il est simple, superficiel, épithélial, vous le voyez, hein, de toute façon, je vous ai montré des photos tout au début, quand l'ulcère, il est complètement épithélial et superficiel, donc il suffit de mettre le traitement, le bon antibiotique et la bonne supplémentation en vitamine B12 et de l'acide hyaluronique. Au bout de 4-5 jours, normalement, ça cicatrise. Hein. Vous faites des contrôles réguliers. Hein. Ne lâchez pas vos animaux dans la nature. Hein. Vous le voyez, vous diagnostiquez, vous mettez en place un traitement. Tout de suite, vous donnez un rendez-vous de contrôle 48 heures après. Voilà. Il faut avoir ce genre de réflexe.
vous lui donnez un rendez-vous tout de suite après, il revient, vous refaites un test à la fluorescéine pour voir si ça a bien cicatrisé ou pas, ou c'est en cours de cicatrisation. Et puis si tout va bien, après, vous lui dites de vous rappeler pour vous dire si tout va bien, ou sinon, vous refaites encore un contrôle quelques jours plus tard. Maintenant, si vous avez peur que ça se complique, il faut absolument le faire venir tous les jours. Moi, j'ai eu des cas où je les faisais venir tous les jours pour voir et voir l'évolution de l'ulcère. Parce qu'il faut savoir que en 12 heures, ça peut partir en cacahuète. Hein. En 12 heures, vous pouvez perdre l'œil. Donc, il faut être très, 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 très vigilant en matière d'ulcère qui risque de se compliquer. Donc, docteur Abdallah, est-ce qu'une sécheresse des surfaces oculaires provoque fréquemment des ulcères cornéens? Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit tout au début. C'est ce qu'on appelle la kératoconjonctivite sèche. C'est dû à un déficit lacrymal. C'est pour cette raison que je vous ai dit, dans l'examen que vous devez aborder, il faut absolument intégrer le test de Schirmer. Le test de Schirmer, c'est les espèces de bandelettes qu'on met dans le cul-de-sac lacrymal pour pouvoir mesurer la sécrétion lacrymale. Ça, c'est hyper important. Il faut absolument le faire dans le cas où vous doutez d'un déficit lacrymal. Il faut savoir que la kératoconjonctivite sèche, elle génère un ulcère systématiquement. Systématiquement. Donc, si vous êtes confronté à ce genre de pathologie oculaire, il y a un autre arsenal thérapeutique à mettre en place. Donc, docteur Qaddari aussi, le minimum matériel nécessaire en ophtalmo. Quel est le minimum matériel Qu'est-ce que je vous ai donné nécessaire en ophtalmologie? Le minimum, c'est l'ophtalmoscope direct. Hein. C'est ce que je vous ai montré tout au début. Avec, ça suffit amplement pour pouvoir faire un bon diagnostic d'un ulcère cornéen, voire d'autres pathologies oculaires. Les cystectopiques, les dichiasis, même les décollements rétiniens et les hémorragies rétiniennes, vous pouvez les voir avec l'ophtalmoscope direct. Hein. Ça ne coûte pas très très cher. Hein. Ici, je crois, c'est l'équivalent de 150 ou 200 euros. Donc voilà, c'est un investissement qui vaut le coup. C'est comme vous avez un stéthoscope, vous devez avoir un ophtalmoscope. C'est incontournable, vous devez l'avoir. Maintenant, il faut savoir l'utiliser aussi. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est autre chose. On essaiera de vous le montrer s'il y a des ateliers qui sont organisés par le VA. Voilà. Wahid. Donc, docteur. Je me permets de te poser, c'est Malik, une question. Alors, quand tu fais une tarsographie, alors tu gardes les points sur place pendant combien de temps? 10 jours, 10-15 jours. Ça dépend, au fait, ça dépend de l'ampleur de l'ulcère en question. Voilà. Alors, parfois, il faut faire super attention hein, parce que c'est la roulette russe, hein, en quelque sorte, on ferme, mais on ne sait pas comment ça va évoluer à l'intérieur, on voit pas grand-chose. Donc, souvent, je laisse, bon, si vous avez remarqué sur la photo, il y a 3 points d'attache hein, sur le recouvrement de l'œil par la troisième paupière, il y a 3 points d'attache. Hein. Même dans le recouvrement en question, la tarsographie, elle ne se fait pas comme ça. Hein. Les points, normalement, ils doivent être ancrés dans le cartilage en question, hein, parce que la membrane nictitante, il y a un cartilage sous forme de T, et donc votre aiguille, votre fil doit passer dans le cartilage, parce que sinon, ça ne va pas accrocher, ça va partir. Donc, si vous faites une mauvaise tarso, ça ne va pas tenir. Donc, moi, généralement, je mets un point au milieu, je mets un point vers si par exemple, l'ulcère, il est plutôt latéral, ben je vais peut-être laisser celui-là ouvert. Je mets que 2 points. Comme ça, je pourrais éventuellement voir, durant les contrôles, je pourrais
éventuellement me permettre de voir comment ça évolue. Si plutôt l'ulcère est côté ce qu'on appelle nasal, eh ben, je vais mettre le point central ici, le point de suture central, et le point latéral, et je laisserai ce côté-là ouvert pour que je puisse le contrôler. Voilà. Parfait, parfait. Et c'est vraiment un recouvrement progressif de la cornée par la membrane nictitante. Alors, le fil utilisé, moi, perso, j'utilise du non-résorbable. Oui, du non-résorbable parce que tu vas l'enlever. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser du résorbable. Après, si tu utilises du résorbable, ce n'est pas non plus grave. Hein. Voilà. C'est que 10 jours, c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Généralement, une dizaine de jours, ça ne va pas entamer une résorption du fil. Parfait. Très bien. Donc, docteur, il y a une autre question concernant le sérum autologue. Donc, il nous a dit, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'action exacte du sérum autologue? Alors, l'action, c'est une action anticollagénase. Voilà. Anticollagénase, c'est-à-dire elle va stopper, elle va inhiber l'action de ces enzymes qui sont sécrétées par les bactéries qui s'infiltrent dans l'ulcère. L'ulcère, c'est un cratère, donc les bactéries, il y en a plein sur les yeux, les bactéries, il y en a dans l'air, ils vont se déposer sur les yeux. Et puis c'est pour cette raison, d'ailleurs, on a le film lacrymal. Le film lacrymal, c'est la première protection oculaire. Donc, imaginez, vous êtes en voiture, vous avez un pare-brise, donc pour nettoyer votre pare-brise, vous mettez de l'eau et vous avez des essuie-glaces. Ah ben, les yeux, c'est pareil. Vous avez le film lacrymal, vous avez et vous avez aussi les paupières. Les paupières, elles sont là pour nettoyer. Donc, ça nettoie continuellement. Toute la journée, ça nettoie et ça enlève. Donc, sachez qu'il y a des ulcères superficiels épithéliaux tout le temps, à longueur de journée. Donc, c'est pour cette raison, ce mouvement, ce balayage de paupières, il hérite la surface, rentre et largue leur enzyme. Par leur enzyme, elles vont bouffer le collagène du stroma. Le sérum autologue, il va bloquer cette activité de collagénase, tout simplement. Ça répond à la question? Très bien, merci docteur. Donc, on a une dernière question de docteur Rachid Aboulaïch. Est-ce qu'on peut faire une blépharographie à la place d'une tarsographie? Et est-ce que vous pratiquez des transpositions du canal de Stenone en cas de kératoconjonctivite sèche? Non. Alors, je réponds à la première question. Une blépharographie, elle est de plus en plus abandonnée comme technique de recouvrement parce que au fait, on a remarqué que le rebord palpébral est lésé par la tension du fil et le fait de faire des nœuds par-dessus. Et quand le rebord palpébral il est lésé, donc ça lèse et les glandes de tarsale qui se trouvent le long du rebord palpébral, et ça peut générer des déformations ou un mal positionnement des cils. Donc, c'est une technique qui est de plus en plus abandonnée. Moi, je connais presque plus personne qui l'a fait. C'est pour cette raison qu'on affectionne beaucoup plus le recouvrement par la troisième paupière, qui a des résultats beaucoup plus intéressants. Concernant la deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Je ne sais plus. J'ai oublié. Est-ce que vous pratiquez des transpositions du canal de Stenone en cas de kératoconjonctivite sèche? Transposition de canal de Stenone, pareil. C'est une technique qui était intéressante il y a une dizaine d'années, mais qui n'est plus pratiquée pour la simple raison
alors, pour ceux qui ne connaissent pas la transposition du canal de Sténon, c'est-à-dire on va aller chercher à relier le canal d'une glande salivaire en rentrant sous la paupière et en venant l'ancrer au niveau de ce qu'on appelle le cul conjonctival oculaire. Ça, dans le cas d'une sécheresse oculaire, on va aller apporter en quelque sorte du liquide par la glande salivaire. Ça, c'est une vieille technique qui s'est avérée un peu défectueuse parce qu'au fait, on a remarqué que déjà, ça génère ce qu'on appelle le syndrome du chien, que quand il mange, il pleure. C'est normal. Parce que quand il mange, il y a une hypersalivation, donc il y a forcément, quand il y a le canal qui est transposé, il y a un épiphorat qui est hyper important. Et puis, il y a eu des cas où il y a eu ce qu'on appelle des dépôts calciques dus justement à toute la flore bactérienne qu'il peut y avoir dans la bouche. Donc, il y a un dépôt calcique, voire une flore bactérienne très importante au niveau de toute la sphère oculaire. Donc, c'est une technique complètement abandonnée. Non, pour le déficit lacrymal en question, en cas de kératoconjonctivite sèche, il y a d'autres approches thérapeutiques. Déjà, on met on met en place une supplémentation lacrymale par des gels ophtalmiques. Hein. C'est des larmes artificielles, voire des collyres. Quand on instille régulièrement sur l'œil de l'animal, mais la base de l'arsenal thérapeutique en cas de kératoconjonctivite sèche, c'est ce qu'on appelle la cyclosporine A, c'est de la corticoïde et qui marche relativement bien dans ce genre de pathologie oculaire. Voilà. Très bien. Donc, la dernière question, quelle est la durée de cicatrisation de la cornée? Ça dépend de l'ulcère. Si c'est simple, c'est 4-5 jours. Si c'est un peu plus profond, ça peut prendre 10 jours, 15 jours. Et j'ai donné un cas où 45 jours ont suffi pour colmater un ulcère, mais il restait encore ce qu'on appelle une néovascularisation cornéenne, du scénodème cornéen. Donc, tant que l'ulcère n'est pas comblé, il faut insister, il faut absolument traiter de manière chimique ou chirurgicale. Voilà, donc il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Super. J'espère avoir répondu à tout le monde et j'espère avoir été à la hauteur des attentes de tout le monde. Pardon. Là, il y a une question de Madame Narchema Aïcha. Est-ce que les ulcères cornéens les plus fréquents sont des ulcères herpétiques? Non, herpétique, c'est en rapport avec l'herpès. C'est l'herpès félin. Donc, ce n'est pas les plus fréquents. Ils sont fréquents chez le chat, déjà. Le chien, il n'a pas ce genre d'ulcère. Il ne souffre pas de ce genre d'ulcère. C'est le chat qui est sujet à l'ulcère herpétique. Et sur certaines diapos, j'ai montré comment on peut les diagnostiquer si on est confronté à un ulcère herpétique. Voilà, donc dans ces cas-là, le protocole thérapeutique il change complètement. Hein. C'est des antiviraux qu'il faut mettre en place. C'est plus, bien sûr, des antibiotiques pour pouvoir colmater, mais c'est surtout des antiviraux sous forme de pommade. Donc ça, de manière un peu volontaire, je ne voulais pas trop vous charger sur les approches thérapeutiques. Mais voilà, on pourra éventuellement échanger un peu plus tard lors d'une autre occasion sur la prise en charge d'un ulcère herpétique.